Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce mercredi en France, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un déjeuner de travail avec le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État saluent la convergence de vues sur les sujets abordés. Ils ont parlé des questions d'intérêt commun et se réjouissent du partenariat solide et la confiance entre les deux pays. Une rencontre axée sur la nutrition et le développement du secteur agricole se tient au Sénégal. Les participants vont proposer des solutions pour permettre au continent de réduire sa dépendance alimentaire. Le vice-président de la République, Tiemoko Mediekone, a présenté la vision de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition et de développement agricole. 1 milliard de francs CFA à la disposition des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse lance Startup Boost Capital, une initiative de financement des activités d'autonomisation, une signature de convention avec l'agence Emploi Jeunes, CI20 et Finel, des partenaires engagés à soutenir le projet. Et puis le Rwanda a accusé l'un des avions d'attaque congolais de type Sukhoi 25 d'avoir violé son espace aérien. L'aéronef a été touché par un tir sol-air de l'armée rwandaise. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations et parle d'une agression qui vaut un acte de guerre. Le président de la République en France, au Palais de l'Élysée, ce mercredi 25 janvier, il a eu un déjeuner de travail avec son homologue français, l'occasion pour Alassane Ouattara et Emmanuel Macron d'évoquer des sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt commun. Awa Touré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France sont au beau fixe. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçu au Palais de l'Élysée ce mercredi pour un déjeuner de travail par son homologue français, Emmanuel Macron. La Côte d'Ivoire et la France ayant plusieurs projets de coopération en cours, les deux chefs d'État ont saisi cette occasion pour faire un large tour d'horizon des relations bilatérales avant d'évoquer des sujets régionaux d'intérêt commun. Ils se sont par ailleurs félicités du partenariat solide et confiant entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que de leur convergence de vues sur les différents sujets abordés. Leur dernière rencontre remonte au 16 mai 2022 où le couple présidentiel français a reçu le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara en marge du Forum des marchés émergents. Après 2015, le Sénégal, en partenariat avec la Banque africaine de développement, tient le sommet Dakar 2, un sommet axé sur la nutrition et le développement du secteur agricole. Cette rencontre qui voit la participation d'une trentaine de chefs d'État se veut le début de solutions pour permettre au continent africain de réduire sa dépendance alimentaire. Représentant le président de la République, le vice-président Tiemoko Mediekone a présenté la vision de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition et de développement agricole. Le sommet Dakar a ouvert ses portes ce mercredi dans le centre international de conférence de Diamniadio dans la région dakaroise. Je vous propose d'écouter le vice-président. Les pays qui sont producteurs, c'est pour d'autres produits d'ailleurs, c'est pas seulement pour le cacao, ont privilégié dès le départ la production et la commercialisation. C'est vrai que cela a permis d'avoir quelques ressources et de rémunérer peut-être les producteurs. Mais c'est vrai, ce que vous dites est important, ce n'est pas suffisant. Il faut être dans la chaîne, dans la chaîne du début jusqu'à la fin pour pouvoir profiter au maximum de tout ce que cela peut créer comme valeur. Et je crois que c'est ce qu'en Côte d'Ivoire nous avons compris. Et à partir d'un certain moment, depuis quelques années, nous avons fixé un objectif de transformation. Comme le président Macky Sall l'a dit tout à l'heure, pour être présent dans la chaîne du début jusqu'à la fin, il faut conserver, il faut transformer en produit tel que nous le voyons dans le processus normal. Alors, l'objectif qui a été fixé, c'est de faire de telle sorte que au moins 50% de la production soit transformée localement par des entreprises qui sont installées sur place, et c'est ça qui permettra justement de profiter au maximum de la chaîne de valeur en la matière. Je dois dire que les résultats sont très encourageants
parce que peut-être actuellement nous devons être entre 27 et 30%, mais cet objectif va être très rapidement atteint parce qu'il y a eu des incitations qui ont été lancées et qui permettent justement à beaucoup de personnes dans le secteur de pouvoir participer à la chaîne. Et nous pensons que les 50% vont être très rapidement atteints et même dépassés. C'est ce qui est souhaitable et c'est ça qui permettra justement de faire de telle sorte que ceux qui produisent aillent jusqu'au bout de la chaîne et tirent le maximum de ce qu'ils peuvent avoir. Alors, je voulais dire tout simplement que nous avons vu tout à l'heure une image ici de jeunes et de femmes qui transforment les produits primaires en produits consommables et consommés sur place. C'est une image qui doit nous rendre fiers de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs cette image et d'une façon générale cette approche qui a fait que le président de la République de Côte d'Ivoire a déclaré l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Pour que justement ces jeunes aillent dans ce processus de transformation des produits locaux pour ajouter de la valeur et pour que ces producteurs en profitent le maximum possible. Le vice-président de la République au sommet Dakar 2 consacré à la nutrition et au développement du secteur agricole. Environ 390 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence est de 2,9%. La pandémie est en recul, mais la vigilance est de mise. Plusieurs acteurs internationaux engagés dans la lutte ont rencontré le Premier ministre Patrick Achi à la primature. Ils ont fait le point et parlé du soutien des États-Unis. Franck Quadio. Une rencontre de travail entre le Premier ministre Patrick Achi et une délégation des États-Unis engagée dans la lutte contre le sida. Aux côtés du coordinateur des États-Unis pour la lutte mondiale contre le sida, John Nkengasong, l'ambassadeur Richard Bell et la coordinatrice résidente du PEPFAR à Abidjan, Biboula Ngamouloumé. Échange autour de la situation de la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire et la nécessité de renforcer la synergie entre les deux pays dans le cadre de la lutte. On a noté le progrès énorme que nous avons accompli, mais aussi le défi qui reste encore à accomplir. Donc nous avons continué à mutualiser nos efforts pour enfin éradiquer le VIH en Côte d'Ivoire et peut-être aussi en Afrique. Et justement, en Côte d'Ivoire, 390 000 personnes environ vivent avec le VIH-Sida, portant le taux de prévalence national à 2,9%, des raisons d'espérer. À peu près 80% de ces personnes ont le virus qui a été supprimé. Donc nous voulons maintenir ça et même augmenter le nombre de patients qui sont sous traitement, le nombre de patients qui vont aussi avoir un taux de virus supprimé. Donc c'est un combat qui reste encore, beaucoup de choses qui restent à faire ensemble. Espérer, mais lutter, car la maladie est encore présente. En 2018, l'aide financière des États-Unis contre la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire s'est renforcée de 77 milliards de francs CFA, un soutien de plus aux efforts engagés par le PEPFAR depuis 2004. On reste en santé pour parler de cet accord qui vise à vaincre les maladies tropicales. Deux ministères, Santé et Enseignement supérieur, signent une convention avec des instituts français de recherche. Les deux parties vont renforcer la recherche sur les systèmes de santé, le développement des travaux sur les maladies non transmissibles et la nutrition. On en parle avec Didier Nguessan. Les maladies infectieuses tropicales telles que le VIH-Sida, l'hépatite B et la COVID-19 font l'objet d'une surveillance particulière de la part du ministère de la Santé et des partenaires bilatéraux. Depuis une vingtaine d'années, l'Institut de recherche pour le développement IRD valorise les travaux en Côte d'Ivoire. Ce protocole d'accord multipartite renforce cette coopération sanitaire. Que les partenaires du programme PAXI souhaitent élargir le champ de leur recherche conjointe à la santé mondiale. Intégrer dans la collaboration un niveau partenaire, l'Institut de recherche pour le développement, et capitaliser sur l'expérience acquise en matière de gestion des projets de recherche et sur les investissements financiers et humains effectués depuis 1996 pour créer une plateforme internationale de gestion des projets de recherche. La conjugaison des efforts des différents centres de recherche est nécessaire pour apporter une réponse rigoureuse à ces pathologies
infectieuses et tropicales. La plateforme de recherche internationale Prism CI est aussi une aubaine pour les chercheurs ivoiriens. Une caractéristique de notre recherche scientifique aujourd'hui, c'est qu'elle fait beaucoup de valorisation en termes académiques, c'est-à-dire en termes de production du savoir, mais en termes de valorisation économique, j'aurais dit socio-économique, on est un peu à la traîne. Nous sommes de plein pied dans ce que nous appelons la valorisation socio-économique de la recherche. L'Université de Bordeaux, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales et le programme PAXI renouvellent ainsi l'alliance formalisée en 1996. Et bientôt, Yamoussoukro va abriter la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'événement doit se tenir le 8 février dans la capitale politique. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré le comité d'organisation. Kandia Camara a fait le point sur les préparatifs de cette cérémonie. Le reportage de Laure Goretti, Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire prépare la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. L'événement se tiendra le 8 février prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le comité d'organisation en partenariat avec l'UNESCO est déjà en action pour le bon déroulement de cette cérémonie qui réunira de hautes personnalités. Nous attendons des personnalités de marque. La directrice générale de l'UNESCO en personne sera présente. La lauréate du prix, l'ancienne chancelière fédérale allemande Angela Merkel, sera également présente. Nous aurons le docteur Denis Mukwege, président du jury prix Nobel de la paix, qui sera également présent. Donc nous aurons un certain nombre de membres du jury qui seront présents, certains chefs d'État, en l'occurrence le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui sera présent. Nous attendons du beau monde pour honorer l'œuvre de paix de la chancelière. Pour s'assurer du bon déroulement de cet événement, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, s'y implique. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée parce que notre pays a été choisi. C'est un événement qui d'habitude a lieu à Paris. Donc de façon exceptionnelle, la directrice générale a bien voulu accepter que cet événement-là soit organisé en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Il ne peut pas avoir meilleur hommage au président Houphouët-Boigny que d'organiser cet événement-là 30 ans exactement après son décès. Sécurité, transport, hébergement, communication et mobilisation. Pour Kandia Camara, rien ne doit être négligé quand il s'agit de promouvoir davantage le label Ivoire. C'est un défi pour nous, comité d'organisation. C'est un challenge pour tous les Ivoiriens parce que nous devons montrer que nous sommes heureux et fiers d'abriter cet événement ici, sur notre sol. Nous devons aussi démontrer notre capacité d'organiser les grands événements. La Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a été créé en 1989. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle a procédé au lancement officiel de Startup Boost Capital, une initiative de financement de projets pour les jeunes du pays. 1 milliard de francs CFA mobilisés pour réussir ce programme. Des partenaires déjà engagés à soutenir ce projet. On le voit avec Michel Mambo. 2023, année de la jeunesse, annoncée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les retombées se font déjà sentir au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion des Jeunes et du Service Civique, une enveloppe d'1 milliard de francs CFA décaissée pour booster les start-up en Côte d'Ivoire. Ce milliard sera donc à la disposition de toutes les start-up. Un comité de sélection sera mis en place avec vous-même et d'autres experts. Et ce comité, qui intégrera donc le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de l'économie numérique, va périodiquement analyser les plans d'affaires donc des jeunes et les meilleurs donc seront financés, en tout cas ceux qui apporteront des solutions innovantes et qui vont démontrer une forte capacité donc de création d'entreprises. Il faut aller très vite pour que les projets soient reçus et que les premiers financements se mettent en place. Un capital pour accélérer les activités des start-upers ivoiriens. Le projet est porté par le CI20, Collège d'entreprises technologiques, aux côtés du gouvernement, via Finel, un institut de microfinance. Pour formaliser le partenariat, signature donc de convention tripartite entre l'agence Emploi Jeunes et les 10 partenaires. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique soutient
l'initiative. Dans cette vision de faire des start-up l'un des moteurs de l'augmentation de notre richesse nationale, mon département a pris l'initiative d'élaborer et proposer le projet de loi portant promotion des start-up numériques, dont l'objectif est d'assurer le développement et la pérennisation de l'activité innovante de ces start-up jusqu'à leur maturité, de façon à accroître leur contribution à la transformation de l'économie nationale et à la qualité de vie des populations. Au nombre des critères, être de nationalité ivoirienne, âgé de 18 à 40 ans et porteur de projets innovants. Startup Boost Capital, l'initiative est lancée, reste maintenant aux jeunes Ivoiriens de s'approprier cette opportunité. Le ministre du Commerce a mobilisé plus de 945 milliards de francs CFA. Il a encadré l'installation d'une quarantaine d'entreprises industrielles avec à la clé la création de plus de 2700 emplois directs. Au titre de l'année 2022, c'est ce qui ressort du bilan de ce département ministériel dressé récemment par Souleymane Diarra Souba devant ses collaborateurs. Le ministre a par ailleurs saisi l'occasion pour dévoiler ses perspectives pour 2023. Les précisions de Dangui Dangui. Poursuite de la lutte contre la cherté de la vie et de l'objectif de souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Et cela dans le cadre de la feuille de route du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce sont là, entre autres, les horizons que se fixe Souleymane Diarra Souba au titre de l'année 2023 et pour lesquels il engage ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. On peut noter quelques accomplissements. La lutte contre tout ce qui concerne les pratiques spéculatives et anticoncurrentielles, accentuée par le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire qui a permis de contenir les effets néfastes de la crise économique mondiale en préservant le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Par ailleurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie revendique un bilan satisfaisant selon les termes des agents de ce département. Pour l'année 2023, au niveau de nos activités, la primauté sera accordée aux réformes et aux projets majeurs inscrits sur la feuille de route de notre ministère. La réforme également de l'OCPV pour renforcer son efficacité, notamment en matière de lutte contre la vie chère et de souveraineté alimentaire. La généralisation de l'identifiant unique en début de deuxième semestre 2023 et des tests également pour le renforcement de la mobilisation de l'investissement privé national et étranger. Selon le ministre, son département a mobilisé plus de 945 milliards de francs CFA et a encadré l'installation d'une quarantaine d'entreprises industrielles avec à la clé la création de plus de 2700 emplois directs. On reste dans la mobilisation de ressources. La semaine des douanes a démarré un exercice d'auto-évaluation pour la régie financière. Elle a fait aussi les projections en matière de mobilisation des recettes. Pour 2023, la contribution des douanes ivoiriennes est fixée à plus de 2500 milliards de francs CFA. Lancine Bakayoko. 2570 milliards de francs CFA. C'est l'objectif de recettes fixé aux douanes ivoiriennes pour l'exercice budgétaire 2023. Un nouvel effort de mobilisation supplémentaire d'environ 420 milliards en comparaison à l'exercice passé où la régie a pu collecter 2151 milliards de francs CFA. Ce niveau de réalisation, malgré la conjoncture mondiale défavorable, est la conjugaison des efforts consentis pour la bonne prise en charge des marchandises et du renforcement de la lutte contre la fraude avec des outils modernes de contrôle. Grâce à cette vigilance accrue, les services douaniers qui ont aussi un rôle sécuritaire ont intercepté 152 tonnes de faux médicaments, presque 6 tonnes de cannabis ainsi que 634 tonnes d'armes et de munitions. Dans sa mission de protection de l'économie, la brigade de répression disséminée sur l'ensemble du territoire douanier a également mis la main sur 2,8 milliards de devises frauduleuses, 5,8 milliards en valeur équivalente d'or et 60 tonnes de protéines animales congelées. Afin de garantir l'efficacité des agents sur le terrain et maintenir le niveau de mobilisation en hausse continue, un nouveau plan directeur a été élaboré en ligne avec les défis nouveaux. Je citerai en premier, naturellement, la réalisation des objectifs de recettes pour l'année 2023. En outre, l'attention de notre administration sera portée sur la réalisation des actions prioritaires
inscrites dans le plan stratégique de modernisation 2022-2025. À ces engagements déjà complexes, viennent s'ajouter des préoccupations sécuritaires à nos frontières maritimes et terrestres. Il s'agira pour la douane à cet effet de conduire efficacement la construction d'un quai d'accostage et du hangar de maintenance des vedettes, l'acquisition de scanners et enfin l'installation de systèmes de vidéosurveillance aux frontières. Toute cette logistique pour l'ensemble de l'administration douanière, mais davantage pour les 239 stagiaires qui viennent d'être promus au grade de sergent des douanes. Le ministre de la Communication lance la phase de promotion du Comité national de digitalisation. Ce projet présenté dans l'administration publique, Amadou Koulibaly était au ministère de l'Éducation nationale. Ce conseil stratégique est chargé de faire la promotion de l'économie numérique. C'est l'organe dédié à la coordination des initiatives de digitalisation de l'État. Le reportage de Sephora Zegui. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, en campagne pour faire adopter la vision « Zéro papier à l'horizon 2030 » en Côte d'Ivoire. Une vision qui se matérialise par la mise en place d'un comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, CNDigit. Auprès de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il plaide pour une appropriation rapide de cet instrument qui vient faire face aux problèmes du secteur numérique. Et chaque ministère a des projets de digitalisation, mais ces projets-là fonctionnent, je dirais, en vase clos, ils fonctionnent en silo. Il était important d'y apporter donc de la cohérence, de la coordination et même de la mutualisation afin d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont dédiées à ces différents projets. Donc aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il y a un grand projet donc, qui touche les questions donc, de digitalisation au niveau donc, de la jeunesse avec la création d'incubateurs. Donc il était important que nous présentions le CNDigit donc, à tous nos collègues, mais également donc, à toutes les autres structures de l'État. La stratégie nationale du numérique, dont l'objectif est de faire de la transformation digitale un levier de croissance économique, est ainsi en marche. Une trentaine de minutes aura suffi à Amadou Koulibaly pour gagner l'adhésion de Mariatou Koné, sa collègue en charge de l'éducation. Nous avons plusieurs projets en matière d'éducation numérique et en matière de digitalisation. Des projets qui, certains sont naissants, mais la plupart des projets émanent des conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui montrent que l'éducation numérique est désormais la panacée pour la plupart des pays, mais également pour la Côte d'Ivoire. Éducation numérique en matière d'alphabétisation, éducation vidéosurveillance, éducation numérique en matière de formation, d'enseignement. Vous avez vu Mon école à la maison. Nous avons également le e-paiement avec les inscriptions en ligne, la fourniture de services sécurisés en ligne avec les attestations, les diplômes. Le CNDigit est créé pour assurer la coordination, la mise en relation et le suivi et évaluation des projets prioritaires de digitalisation de l'État de Côte d'Ivoire. Et rendons-nous à présent au centre-nord du Maroc. La région de Fès-Meknès, avec ses 194 communes, constitue 5,7% du territoire de ce royaume. Les secteurs agricoles et industriels ont fortement contribué à la création de 48 000 emplois. Ces indicateurs économiques sont actuellement attractifs. Pourtant, le relief est très accidenté et montagneux. Un environnement très vite dompté au quotidien par l'expertise. Des chiffres qui riment avec un modèle de réussite inspirent les premiers responsables de la région du Tonkpi. Un accord est d'ailleurs signé avec cette collectivité marocaine. Envoyé spécial au Maroc, Walter Amadou Ouattara. À travers cette signature de convention de partenariat, les présidents des régions Fès-Meknès au nord du Maroc et du Tonkpi à l'ouest de la Côte d'Ivoire veulent mutualiser les différents atouts de leur zone de compétence dans un système gagnant-gagnant. Fès-Meknès, avec ses 40 000 km², dont plus d'1 300 000 hectares constituent une superficie agricole. À cela, il faut ajouter 997 unités industrielles, 172 milliards de francs CFA, montant des exportations industrielles générant 48 000 emplois, soit 9% du taux national marocain. Beaucoup d'efforts ont été faits
afin de dompter le relief composé en majorité de collines et de montagnes. C'est cette expérience que El Ansari, président du conseil régional de Fès-Meknès, va désormais partager avec son homologue du Tonkpi. Très ravi de passer cette convention pour promouvoir notre relationnel sur plusieurs plans, à savoir les intérêts communs qui collaborent au développement de nos deux régions, qui collaborent au développement humain. Et on s'est mis d'accord de commencer notre collaboration dans un premier plan sur le côté agricole. Docteur Albert Abdallah Touakeus Mabri, président de la région du Tonkpi, place beaucoup d'espoir en cette coopération sud-sud. L'emploi des jeunes est l'une de ses principales priorités. Les relations très anciennes entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui au plan politique et au plan économique en train d'être consolidées par Sa Majesté le roi du Maroc et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il nous appartient en tant que président de collectivité de donner suite donc à cette coopération. Il y a le tourisme qui est porteur d'emploi également chez nous et puis il y a les échanges commerciaux. Parce que nous sommes un carrefour. Je pense que si la région de Fès-Meknès, son secteur public et son secteur privé nous accompagnent dans le développement local, nous aurons une belle opportunité d'offrir un peu plus d'emploi à nos jeunes. Une visite guidée du siège du conseil régional de Fès-Meknès et la présentation des attributs des membres présents ont permis à la délégation ivoirienne de s'imprégner du modèle de fonctionnement de la collectivité décentralisée marocaine. On reste dans le développement local, cette fois sur place ici. Le ministre-gouverneur du Godibois multiplie les initiatives de coopération internationale. Lui, André Dakouri-Tablé, veut faire de ce district autonome un pôle économique et industriel, évidemment profitable aux populations. Il a reçu un groupe d'investisseurs européens spécialisés dans l'énergie solaire. Il a évoqué l'opportunité d'installer une centrale à Bayota. Jean-Marc Diadji. Le ministre-gouverneur du district autonome du Godibois, Louis-André Dakouri-Tablé, reçoit une délégation d'une entreprise irlandaise spécialisée dans l'installation des centrales de production et le stockage d'énergie solaire. Une visite pour parler de développement. Louis-André Dakouri-Tablé veut améliorer la couverture en électricité des localités de son district. Avec la délégation conduite par le ministre Alcide Djedje, il évoque la mise en œuvre d'un premier projet d'envergure. Il s'agit de l'implantation d'une centrale électrique dans la ville de Bayota. Cette centrale aura une capacité de production d'électricité estimée à 12 MWh et permettra d'alimenter des centaines de foyers. Paul Larkin, directeur du développement international de cette holding, affiche tout l'intérêt de son groupe pour la mise en œuvre de ce projet dans le Godibois. Au-delà du gain qualitatif qu'apporte une meilleure couverture en électricité, il indique que c'est aussi une source de création d'emplois et d'autonomisation. Un site de 24 hectares a déjà été identifié pour l'installation de cette première centrale solaire. Dans l'actualité politique, Pierre Magne rejoint le RHDP. Il a fait sa déclaration ce mercredi devant le secrétaire exécutif Cissé Bakongo et plusieurs cadres du parti. Le tout nouveau membre affiche sa joie et sa volonté d'accompagner le président de la République dans les œuvres de développement et de cohésion sociale. Allons dans le département de Bouaké. Les populations des sous-préfectures de Brobo, Mamini, Bunda ont remercié le président de la République. Le peuple Ali a rendu un hommage au chef de l'État pour ses nombreuses actions de paix et de développement. Une cérémonie a vu la mobilisation des fils et filles de ces localités. Boubacar Silla sur le Corona. Le peuple Ali des sous-préfectures de Mamini, Bunda et Brobo célèbre le président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement. C'est la place d'Ibi Kwaku Georges qui abrite cette cérémonie d'hommage initiée par la mutuelle de développement pour le peuple Ali. Occasion pour les populations de Brobo de remercier également Liu Kwaku Abounoua, cadre du RHDP, pour son engagement en faveur du développement de Brobo. Inviter les uns les autres à comprendre que le développement rime avec l'union. Et c'est l'objectif aussi du président de la République Alassane Ouattara
il va falloir que tous les fils et filles de Bourbeau se rencontrent pour se parler. Mais cela passe nécessairement par l'amour que nous, en tant que fils alliés, nous devons nous donner mutuellement. Jeune que je suis pour la paix. Jeune que je suis pour la cohésion. Lui, Kwaku Abounoua, tout en saluant cette initiative, invite l'ensemble des cadres de Bourbeau à s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle d'être des acteurs de paix et de cohésion sociale. Nous avons profité pour donc donner un message fort à la jeunesse, message que nous relayons de la part donc, du président qui a décrété cette année 2023, année de la jeunesse. En tant que cadre, nous avons déjà pris langue avec les jeunes et nous sommes en train d'initier des actions pour donc relayer et traduire en actes cette orientation forte du président de la République. Depuis quelques années, la sous-préfecture de Bourbeau bénéficie de plusieurs infrastructures de base, entre autres construction et réhabilitation d'écoles, centres de santé, foyers des jeunes, marchés et reprofilage des voies. La suite avec ce bref tour de l'actualité, on le verra, de nouvelles tensions à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'actu en bref, Souleymane Doni Songou, Issa Tchodan Yeo. De nouvelles tensions à la frontière entre le Rwanda et la RDC, République démocratique du Congo. Le Rwanda accuse une nouvelle fois l'un des avions d'attaque congolais de type Sukhoi 25 d'avoir violé son espace aérien, menant à une réponse militaire. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations du survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais parle d'une énième attaque du Rwanda et d'une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui a de l'eau à la bouche doit éviter de souffler le feu, qui doit cuire le repas. Dieu le voulant, on se retrouve demain.